prenez conscience que les gens qui sont autour de vous pensent que vous êtes dans le coma, alors que vous avez le cerveau qui fonctionne et qui entend tout ce qui se passe. Oui, c'est une amie qui m'a dit Angèle, même dans le coma, tu es belle. Donc je me suis dit oui, voilà, je suis dans le coma. Mais avant, je ne savais pas. Il y avait la douleur, vous avez pris conscience au bout d'un moment que vous étiez vivante. C'était très difficile. Je les entends, donc eux ils me voient, c'est pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Avant de commencer, juste pour vous prévenir, toute la première partie est filmée de profil. En fait, j'ai dû réaménager la disposition chez moi. Mais plus loin dans la vidéo, le cadrage est mieux. Alors je m'excuse pour ce petit cafouillage. Les prochaines fois, les ajustements seront bons. Bon visionnage à vous. Salut tout le monde, bon alors je suis contente de vous retrouver, vraiment. Je sais pas comment ça va se passer, on va tester, c'est déjà le deuxième essai, en fait j'ai commencé à enregistrer et je n'avais pas allumé le micro, donc là je recommence. Je vais pas faire d'intro trop longue puisque je sais pas si je vais pouvoir tenir tout le temps de l'enregistrement. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'écrire un petit mot sous la dernière vidéo. Ça m'a beaucoup touchée, merci à vous. Et ce qui me touche aussi, c'est de voir que vous êtes toujours là. Donc là, aujourd'hui, c'est un témoignage très touchant. Ça finit bien, je vous rassure. Par contre, je vais quand même vous donner un petit avertissement pour les personnes qui sont sensibles. C'est un sujet délicat, donc je préfère prévenir à propos de certains passages qui pourraient être difficiles à entendre, en fait, selon vous, votre vécu, votre expérience personnelle par rapport au milieu hospitalier. Pas de trash, pas de sang, mais c'est vraiment plus au niveau émotionnel. Et dernière précision avant de commencer, au niveau temporel, je vous raconte l'histoire en 2009, c'est-à-dire au moment où ça s'est passé. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. On part à Strasbourg, donc en 2009. Angel Liebi et Ray sont un couple qui partage une vie heureuse ensemble depuis 40 ans environ. Ray est âgé de 60 ans, c'est un ancien policier qui par la suite est devenu superviseur sur des chantiers de construction. Angel, elle, a 57 ans, elle travaille dans une usine, c'est une femme assez active, assez sportive, elle fait régulièrement de la natation, du vélo, de la randonnée en montagne et elle est connue pour avoir un caractère assez optimiste. Voilà, donc ils mènent une vie heureuse, normale, mais tout va basculer le 17 juillet 2009. En fait, ça fait déjà quelques jours qu'Angel se sent un peu fatiguée avec un petit mal de gorge, les petits maux du quotidien qu'on connaît tous. Mais ce lundi, tout va basculer et tout va aller très vite. Angel se lève à 4h du matin pour prendre son poste à 6h. Quand elle arrive sur le parking, elle ressent d'un coup comme des picotements au bout des doigts. Alors c'est soudain et c'est très fort comme sensation, mais elle se dit que ça va passer, donc elle prend son poste. Mais très vite, elle commence à avoir des maux de tête et les maux de tête vont se transformer en migraine. Vraiment une migraine insoutenable, très forte, qui va l'obliger à rentrer chez elle. Alors il faut savoir qu'en 10 ans de travail, elle n'a jamais été en arrêt maladie une seule journée. Donc du coup, on comprend facilement que la migraine devait être vraiment horrible. Dans le livre, elle explique qu'elle sent en fait qu'il se passe quelque chose, mais qu'elle ne sait pas quoi. Donc elle rentre chez elle, elle prend un cachet et elle va se coucher. À son réveil, la douleur est encore pire. Du coup, ils essayent de joindre le médecin traitant. Malheureusement, il est en congé, la remplaçante n'est pas disponible. Alors ils font le 15 et c'est le SAMU qui vient chercher Angel et qui la transporte au service des urgences à l'hôpital de Strasbourg. Ils arrivent à 21h. Sur place, on lui fait les examens, prise de sang, ponction lombaire. Son état se dégrade encore puisque maintenant elle se sent comme dans un brouillard. Il y a la même des absences. Mais malheureusement, les examens reviennent tous normaux. Les médecins ne comprennent pas ce qu'elle a et donc ils lui disent que c'est bon, qu'elle peut rentrer chez elle. Bien sûr, Ray s'y oppose formellement. Les médecins vont donc garder Angel et Ray, lui, va rentrer chez lui. Mais à 2h du matin, il va recevoir un appel de l'hôpital pour lui dire qu'il peut venir récupérer sa femme. Mais problème, son état s'est pas du tout amélioré, il s'est même encore dégradé puisque maintenant elle a du mal à déglutir. Encore une fois, Ray refuse. Du coup, l'hôpital garde Angel, mais par contre, elle est transférée du service des urgences à un autre service. Et maintenant, elle a carrément du mal à respirer. Du coup, les médecins n'ont pas d'autre choix que de l'intuber et ils décident de plonger Angel dans un coma thérapeutique pour 1 ou 2 jours. Du moins, c'est comme ça que ça devait se passer. Où je suis, il fait noir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre ? Est-ce que je suis coincée sous les décombres ? Pourquoi quand je crie aucun son ne sort de ma bouche ? Mais où je suis ? Et c'est quoi ce bruit à côté ? On dirait quelqu'un qui respire, un animal peut-être ? C'est étrange, je me sens bien, pourtant en pleine forme même. Mais pourquoi il fait aussi noir ? Je dois me calmer.
Angel se réveille. Alors elle ne sait pas depuis combien de temps elle est endormie. Elle entend une voix, des bruits de pas. Elle comprend tout de suite qu'elle est dans une chambre de l'hôpital. Elle comprend aussi qu'elle a les yeux fermés. Par contre, elle se demande si elle est en train de rêver. Elle entend Ray, son mari, qui arrive, mais là, elle ne peut pas parler. Elle ne comprend pas ce qui se passe. C'était comme si elle était, je la cite, dans un cercueil qui serait mon propre corps, emmuré en moi-même. Je toque sur la paroi intérieure de ma peau, mais personne ne m'entend. D'un coup, c'est une lumière éclatante qui l'éblouit. Elle décrit ça comme le soleil. Donc Angel est heureuse, mais tout de suite, en fait, ses paupières se referment. En fait, c'était juste un examen des pupilles. À ce stade-là, elle ne comprend toujours pas ce qui se passe. Et en fait, elle va comprendre ce qui lui arrive quand une voisine va venir lui rendre visite. C'est dès le premier jour. En fait, la femme va s'approcher du lit et va dire « Angel, même dans le coma, tu es belle. » Donc bien évidemment, c'est le choc. Elle se met à crier, à hurler intérieurement « Je suis là, je vous entends, venez voir, venez me chercher. » À partir de là, elle réalise en fait qu'elle est toujours dans le coma et surtout qu'elle sent tout. C'est-à-dire quand on la manipule, quand on la touche, et pas seulement puisqu'elle entend tout. Elle décrit que son audition est même devenue beaucoup plus sensible qu'avant. Elle décrypte le moindre bruit. Les jours suivants, les visites vont continuer. Il y aura sa belle-sœur, ses amis. Ray, son mari, lui, vient 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc elle ne voit pas, mais elle entend les gens pleurer à son chevet. D'autres essayent de la faire réagir en lui parlant. Angel aimerait dire qu'elle est là, qu'elle les entend, elle aimerait pouvoir les rassurer, mais c'est impossible. Et elle explique en fait que toutes ces visites, même celles des infirmières, étaient le seul lien qui lui restait avec la vie. Un jour, Angel ressent une vive douleur, une douleur atroce, soudaine. Elle décrit ça comme être déchirée intérieurement. Donc c'est vraiment violent. En fait, c'est un soin pour lui nettoyer les sinus avec de la bétadine dans le nez qui est récupérée après par aspiration au fond de la gorge. Elle devra subir ce soin 3 fois par jour. On lui met de la musique. Angel est trop contente, ça va lui changer un peu les idées. La musique, c'est sa nouvelle amie, sa nouvelle compagne. Elle ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Les infirmières expliquent à Ray que la musique, c'est pour l'aider à la ramener à la conscience. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'Angel est déjà consciente, c'est juste qu'elle ne peut pas le montrer. Donc très vite, la musique va devenir un vrai cauchemar pour elle, parce qu'en fait, ça tourne en continu. Et si jamais la musique s'arrête, tout de suite, une infirmière la relance. Elle n'a plus un seul moment de silence. C'est un détail, mais quand on voit la façon dont elle l'explique, en fait, c'est terrible. Bien sûr, le personnel médical pense bien faire, il ne se doute pas un instant qu'Angel est présente et consciente de tout ce qui se passe. Elle raconte certaines anecdotes dans le livre, elle explique aussi qu'elle est tellement présente et qu'elle entend tout, qu'elle est au courant de tous les petits secrets du personnel médical qui régulièrement viennent dans sa chambre pour discuter près de son lit. Mais malheureusement, du coup, elle entendra aussi des choses tragique, je trouve. Là aussi, je vais citer le livre, donc c'est une infirmière qui est dans sa chambre et qui discute avec une autre et qui dit en parlant d'Angel « Oh, de toute façon, elle va bientôt clamser, plus besoin de lui faire autant de soins. » Voilà, donc là aussi, Angel hurle en silence, elle hurle en elle qu'elle va bien et elle raconte que les seules souffrances physiques qu'elle ressent, en fait, ce sont les soins. Sinon, elle se sent super bien et elle n'a même plus cette douleur à la tête. Donc au fil du temps, c'est une routine qui s'installe, les soins, les visites et ces pensées qui tournent en boucle encore et avec cette satanée musique qui est toujours là. 2 hommes sont à son chevet et ils lui font le test du mamelon. Ça consiste en fait à pincer très très fort. Bien sûr, Angel ne réagit pas, elle ne bouge pas, ni même les traits du visage qui pourraient un peu frémir. Et elle comprend là aussi en fait qu'on la voit comme morte, en plus d'être dans le coma. Et puis très vite, la peur reprend le dessus parce qu'elle se dit que si jamais on la débranche, elle est donneuse d'organes, donc elle est terrifiée à l'idée qu'on l'opère comme ça, sans anesthésie, vu qu'elle est considérée comme décédée quasiment. Du coup, elle est encore plus alerte au moindre son et elle panique dès qu'elle entend des médecins se rapprocher de son lit. Le 4e jour, elle l'apprendra après par son mari. En fait, c'est un réanimateur qui dira à son mari et à sa fille qu'il faut la débrancher, qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il faut même commencer les démarches pour préparer les obsèques. Vous imaginez bien le choc pour Ray et sa fille. D'ailleurs, ce jour-là, il rentrera à pied en oubliant sa voiture sur le parking de l'hôpital. Et le lendemain, il ira même aux pompes funèbres choisir le cercueil et tout le reste. Voilà, ça c'est à chaud, sous le choc. Mais une fois le choc passé, en fait, il commence à se questionner avec sa fille
fille, ils en parlent aussi aux amis, à la famille, et personne ne comprend comment on peut débrancher Angel au bout de 4 jours. En fait, c'est impossible. Donc le lundi suivant, Ray va voir les médecins et refuse catégoriquement. Il somme même que le médecin réanimateur ne la touche plus. Durant tous ces jours, Angel explique ce qu'elle voit dans le coma, consciente, donc souvent des images horribles, des cauchemars, des rêves, des visions. Elle décrit ça un peu comme un monde virtuel de ses pensées et même de sa folie, c'est le mot qu'elle emploie. Elle suppose aussi qu'elle doit dormir par moments. Elle prie tous les dieux, juifs, musulmans, Bouddha, elle demande à vivre. Elle fait tout ce qu'elle peut pour se réveiller, mais toujours rien. Les visites continuent et un jour, c'est la machine reliée à son cœur en fait qui va sonner. Et ce jour-là, c'est Paul, son frère, qui est là. Mais les infirmières lui disent que c'est rien et elles repartent. Et pourtant, Angel fait de la tachycardie, donc c'est quand le cœur s'accélère. Elle comprend que c'est son cœur qui réagit à ses émotions quand elle essaye de parler, de dire qu'elle est vivante, qu'elle est là. Du moins, elle espère que c'est ça, ça serait une façon pour elle de communiquer, mais elle en sait rien en fait. Elle reste totalement enfermée dans ce corps paralysé, elle est comme emmurée, comme elle dit. Elle a aussi complètement perdu la notion du temps, elle ne sait plus du tout depuis combien de temps elle est dans le coma. Et c'est très difficile également pour elle d'entendre la douleur de son mari et de sa fille. Vraiment, elle est meurtrie par ça. Donc pour éviter d'y penser, elle explique qu'elle focalise en fait son attention sur tous les bruits autour. Les pas, le respirateur, la musique toujours qui tourne en boucle. Et les discussions des soignants quand ils sont là. En fait, elle a trop de temps pour penser. Donc tous les souvenirs remontent, dont un que je vais prendre le temps de vous raconter. En fait, vers ses 16 ans, elle raconte qu'elle se souvient être allée voir une voyante avec des amis. Elle avait une photo de Ray sur elle. Ils étaient juste amis à cette époque, ils étaient jeunes. La voyante lui dira qu'elle épousera un homme en uniforme. Et quand Angel et lui se sont mariés, en fait, Ray portait son uniforme de policier. Et puis, il y a autre chose qui perturbe Angel maintenant. En fait, c'est que la femme lui a lu les lignes de la main et elle lui a dit qu'elle avait un don et surtout qu'elle devait bien profiter de la vie avant la retraite. Et elle lui dira une phrase précisément qui revient en mémoire à Angel. Je cite « Ce n'est qu'un passage, la ligne continue ». Durant toutes ces années, en fait, Angel avait complètement oublié cette anecdote de jeunesse. Et là, maintenant, ça lui revient. Vous le savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, c'est ça qui donnera un regain d'espoir à Angel, que tout n'est pas fini et que la ligne continue. 2 semaines maintenant qu'elle est dans le coma, nous sommes le 25 juillet. Ce jour-là, il y a Ray et Cathy, sa fille, quand tout à coup, ils appellent les infirmières. Ils voient une larme sur la joue d'Angel. Un soignant arrive, mais il explique que c'est le gel posé sur les paupières. Vous savez, le gel pour hydrater, humidifier. Alors Cathy, sa fille, insiste, elle est pas folle, elle a vu cette larme, mais le soignant repart comme ça, sans rien dire de plus. Alors là, je vous raconte pas la lecture, j'étais choquée aussi. En fait, il y a plein de passages comme ça, je peux pas tous les raconter, sinon ça va être beaucoup trop long. En tout cas, voilà, Cathy va encore plus parler à sa mère et elle lui demande de faire un signe. En fait, elle est à côté de son chevet et Angel entend tout ce qui est en train de se passer. Alors elle est prise d'un moment d'euphorie, elle y croit maintenant elle aussi. Et là, c'est Ray qui voit un doigt bouger. Et vous savez quoi? Le plus fou, c'est que c'est arrivé le jour de leur anniversaire de mariage, leurs 39 ans. Angel pleure de joie intérieurement, elle sait que maintenant ils savent. 2 jours passeront avant la libération. Et ça y est, elle voit enfin Ray et Cathy. Angel est sortie du coma. Alors sa vision est très floue, mais elle les voit. Par contre, elle est toujours complètement paralysée et elle ne peut toujours pas parler. Donc Angel est sortie du coma, mais maintenant il y a toute une réadaptation difficile à faire. Elle doit tout réapprendre et vous allez voir à quel point en fait ça va être très compliqué. Je pense qu'on peut même parler de maltraitance médicale. Elle n'emploie pas ce terme dans le livre, mais je l'assume. Donc elle est encore branchée de partout, elle a toujours sa trachéotomie pour respirer, les sondes pour s'alimenter, les perfusions, etc. Mais Angel se bat, son but c'est de retrouver sa vie d'avant, son corps d'avant. Pour communiquer avec Ray, en fait, ils ont trouvé une technique. Lui énumère les lettres de l'alphabet une à une et quand c'est la bonne, Angel, en fait, lève le doigt. Et ensuite, il recommence pour la deuxième lettre, ainsi de suite. Alors, c'est super long parce que parfois, elle lève le doigt trop tôt ou trop tard, mais à force de patience, en fait, ils réussissent à communiquer comme ça. Et dès le début, Angel réussit à faire comprendre à Ray 3 lettres, L-I-V. Angel veut écrire un livre sur ce qui est en train de lui arriver. Tout de suite, elle le sait, c'est une évidence pour elle, elle doit
doit en parler. C'est trop fou, ça doit se savoir et elle se demande même si on va la croire. Depuis leur système de lettres, Angel a aussi pu demander à son mari que les infirmières éteignent enfin la télé en fin de journée ou la musique. Ray passera donc le message à une infirmière et là encore un passage plutôt révoltant du livre. On lui demande comment il peut savoir que ça dérange sa femme. Il répondra que c'est elle-même qui le lui a dit et une soignante va prononcer cette terrible phrase et sur un ton plutôt condescendant. Mais votre femme ne parle pas. Ray dira que ça n'empêche pas pour autant de communiquer. En fait, Angel explique dans le livre qu'elle regrette que les soignants n'aient pas fait cet effort. Elle sait que c'est par manque de temps, manque de moyens, mais elle dit, et je suis complètement d'accord avec ça, que c'est aussi par manque d'envie et d'amour. Voilà, et puis au final, il y a un diagnostic qui tombe. Angel souffre du syndrome de Bickerstaff. C'est une maladie neurologique très rare. C'est un faux contact en fait entre le cerveau et le reste du corps. Alors attention pour la suite, les hypocondriaques peut-être n'écoutez pas, parce que ça peut être dû en fait à une simple infection comme une gastro par exemple. C'est tout le système immunitaire qui s'emballe et qui touche la myéline. Dans le cas d'Angel, en fait, les fibres nerveuses n'ont pas été touchées, ça veut dire que c'est réversible. Mais par contre, personne ne peut savoir dans combien de temps et dans quelle proportion. La seule chose à faire, c'est d'attendre et de la rééducation et puis bien sûr de garder espoir. Ray continue toujours à venir 2 fois par jour, il fait tout pour aider sa femme, il a même acheté des balles en caoutchouc qu'elle travaille ses mains. Alors bien sûr c'est très difficile pour elle, elle sent les balles dans ses mains mais ça lui demande un effort immense juste pour les serrer. Elle explique que c'est vraiment un effort surhumain, mais elle ne veut pas abandonner, alors elle essaye encore et encore. Au bout de quelques jours, elle y arrive de mieux en mieux, et de ce qu'elle explique, encore une fois, les infirmières ne sont pas très à l'écoute. Régulièrement, il lui arrive de rester des heures avec la salive qui coule le long de la bouche, avant qu'on vienne lui essuyer, puisqu'elle ne peut pas déglutir. Ou alors combien de fois, en fait, en l'abordant dans son lit, on lui coince les bras sous le lit, ce qui fait que ça l'empêche de faire ses exercices de rééducation. Franchement, j'ai trouvé ça effarant, honteux, je vais essayer de me contenir. Alors oui, il n'est pas question de généraliser, mais ça existe. Il suffit de voir tous les témoignages récents en plus sur les mauvais traitements dans les maisons de retraite. Et moi-même, travaillant dans le médical, je peux vous dire que j'ai entendu des choses pas très belles. Angel explique dans le livre qu'elle n'en veut pas au personnel soignant. Ils étaient débordés, on en revient toujours au même. Déjà en 2009, et encore aujourd'hui, on sait le manque de moyens. 15 ans après, est-ce que les choses ont changé? Non, ça s'est même dégradé. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez le constat qu'Angel fait sur tout ça, en fait. Son livre n'est pas du tout pour généraliser les maltraitances médicales, mais bien au contraire. C'est vraiment une femme incroyable et exceptionnelle et qui méritait d'avoir sa vidéo sur ma petite chaîne. Angel raconte avoir eu affaire aussi à toutes sortes de soignants, toutes sortes d'humeurs, parfois des personnes irritables. Angel les comprend, il travaille sous pression, mais elle explique aussi clairement que certains n'ont pas leur place dans un hôpital. Ça n'est pas la majorité, fort heureusement, mais encore un exemple parmi tant d'autres. Un jour, une aide-soignante va lui dire de façon brutale qu'elle pourrait au moins faire l'effort d'avaler ses glaires toute seule. Ce que, bien sûr, Angel ne peut pas faire. Donc, niveau humiliation, c'est lamentable. Durant tous ces jours, toutes ces semaines, Ray tient un journal, en fait, où il écrit toute l'évolution, tous les progrès d'Angel. Je ne vais pas pouvoir tout vous raconter en détail, donc je vous mets en image tel que c'est écrit dans le livre. Nous sommes maintenant le 14 août. Alors Angel à ce stade a perdu 10 kilos en tout. Aujourd'hui c'est un grand jour pour elle puisqu'elle va enfin pouvoir sortir de la position allongée. Elle va pouvoir aller dans un fauteuil grâce à un lève-malade. Et malheureusement ce qui aurait dû être un moment de joie, une étape importante. Donc je vous passe les détails sur le transfert du lit au fauteuil qui est très compliqué et surtout très stressant. Et donc une fois qu'elle se retrouve en position assise dans le fauteuil, alors au début elle est très contente, et bien très vite ça tourne au cauchemar puisqu'on la laisse là seule. Au bout de 5 minutes direct, elle sent une douleur qui commence à s'installer en bas du dos. Donc c'est très inconfortable et elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Personne ne vient vérifier en fait si elle est bien installée. De temps en temps, il y a juste une infirmière qui passe la tête comme ça à travers la porte en demandant si ça va, mais vous savez, c'est un peu la formule de politesse où on n'attend pas forcément de réponse, donc on s'en va direct.
Personne ne cherche à communiquer avec elle, donc elle reste assise comme ça un très long moment avant d'être replacée dans son lit. On la place 2 fois par jour dans le fauteuil. Et à chaque fois, c'est la même angoisse. Donc déjà, le transe. Et après, le fait de rester 2 heures assise, bloquée, à avoir mal, comme ça, à rester seule, c'est très long. Alors je suppose que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ont déjà été bloquées du dos, ont déjà connu les douleurs de dos. Rester assise comme ça pendant 2 heures sans pouvoir bouger un seul centimètre, j'imagine même pas. En fait, ça donne un peu l'image, je vais être un peu crue dans mes mots, mais c'est à ça que ça me fait penser, à un sac qu'on pose là et puis qu'on vient récupérer 2 heures plus tard. 2 rares fois, on essaye de mieux l'installer, mais sans essayer de communiquer avec elle. Et trop souvent, on lui dit d'un ton ferme et sec qu'elle doit rester comme ça, que c'est le programme et que de toute façon, elle est bien installée. Par contre, quand Ray, son mari, vient la voir, lui, il veille toujours à ce qu'elle soit dans une bonne position. Voilà, donc tout ça va durer pendant des semaines, le rituel du fauteuil. 1er septembre, aujourd'hui encore, Angel a des larmes, mais cette fois-ci, ce sont vraiment des larmes de joie, puisqu'elle est debout, enfin, elle est vraiment heureuse. Alors elle a un peu la tête qui tourne, c'est normal, après tant de temps en position allongée, mais ça y est, elle est en position verticale. Alors non, elle ne tient pas toute seule debout, elle est maintenue sur une table de verticalisation. Donc ça ne se fait pas en une fois, c'est progressif. La planche se redresse petit à petit après chaque séance. On la maintient en position une dizaine de minutes et puis après on la remet allongée. Chaque semaine, c'est ce nouveau rituel, donc toute l'équipe est autour d'elle, tout le monde est content, tout le monde sourit. Il la motive et de ce que décrit Angel dans le livre, vraiment tout le personnel médical est là autour d'elle et l'encourage. Alors le chemin est encore long, il est compliqué aussi et tous les jours, Angel se répète inlassablement d'être courageuse, de se préparer au pire aussi et de trouver le bonheur partout où il peut être, de garder confiance en l'avenir puisqu'à ce stade, elle ne sait toujours pas si elle va pouvoir remarcher un jour et puis elle est encore sous respirateur. Le lendemain, nous sommes le 2 septembre et c'est le jour J. Elle va essayer de respirer sans la machine. Par contre, ça sera un échec. Son diaphragme ne répond plus, donc on la rebranche. Là encore, ça sera un long parcours de rééducation qui se fera petit à petit. C'est vraiment très progressif. Au début, on va la débrancher juste quelques instants pour que le corps se réadapte et puis ensuite de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Par contre, pour le moment, elle préfère que ce soit uniquement en présence de Ray, ça la rassure. Et puis arrive la première nuit qu'elle va devoir passer sans le respirateur. Là aussi, c'est une grosse angoisse pour elle. Elle a peur de s'asphyxier en pleine nuit, donc elle va essayer de se calmer, de réguler son souffle, et finalement, elle va réussir à s'endormir et surtout, bien évidemment, à se réveiller. Alors, elle progresse de plus en plus, mais elle n'a toujours pas recouvré l'usage de la parole. Il y a aussi la redécouverte de son corps après toutes ces semaines de coma, et elle se verra la première fois dans un miroir lors d'une séance avec sa kiné. Elle raconte qu'elle ne s'est pas reconnue, qu'elle a été très choquée par le reflet, puisque les traits de son visage sont tirés, vieillis. Elle trouve qu'elle ressemble à sa mère quand elle avait 90 ans. Le corps est marqué, c'est normal, et après ce jour, elle refusera de se voir dans un miroir. Voilà, donc les jours passent, elle continue à se battre, à s'arracher et ça paye. Elle commence à marcher petit à petit, alors juste quelques pas, mais c'est une grande victoire. Et ça y est aussi, elle est enfin capable de prononcer quelques mots. Alors oui, non, bonjour, tout ça ce sont de petites victoires mais très importantes puisqu'elle insiste bien dans le livre qu'à côté de ça, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, des otites, une luxation de la mâchoire, les injections, etc. Mais Angel tient bon. Et là, je vais prendre le temps de vous citer un passage du livre qui est très fort. Je n'ai pas envie de le paraphraser, ça serait du gâchis, donc je cite. « Je sais qu'il faut parfois dépasser ses propres souffrances et faire confiance à la vie. Si aujourd'hui je me sens plus fragile que d'habitude, demain je peux avoir une foi à déplacer les montagnes. Lâcher prise, ce n'est pas dans mes gènes. Je ne veux regarder que vers le haut, je ne veux m'intéresser qu'au progrès possible. Je ne me lamente pas sur ce que j'ai perdu. Je spécule sur ce que je peux gagner, je ne me complais pas dans les hypothèses les plus sombres. Le sombre, je connais désormais, c'est la lumière qui m'intéresse. Bien sûr que je rêve, comme tout le monde, le rêve est le complément nécessaire de la réalité. Il n'est pas seulement nécessaire pour la supporter, mais aussi pour la sublimer. Si l'on ne rêve pas, on n'avance pas. Rêver, c'est se fixer un but, c'est s'interdire l'immobilisme, le statu quo. Ça fait maintenant 3 mois et demi depuis le premier jour où elle a été plongée dans le coma. Aujourd'hui, il y a encore une étape importante puisqu'on va lui retirer sa trachéotomie. Malheureusement, ça va très mal se passer, ça sera de courte durée puisqu'elle va passer
tout près de la mort. Quand je vais vous raconter comment, je pense que vous allez être choqués autant que moi. Angel maintenant n'a donc plus de respirateur, elle doit faire maintenant des séances à la place avec un inhalateur. Ça envoie un produit pour dégager ses bronches, sinon c'est l'asphyxie. Mais ce qui se passe, c'est que l'inhalateur n'est pas bien mis par une infirmière. À cet instant, Angel se trouve dans le fauteuil et tout de suite, elle sent que ça va pas, qu'il y a un problème. Puisque sans l'inhalateur, en fait, son diaphragme n'est pas assez fort, entre guillemets, pour qu'elle puisse respirer toute seule. Elle sent le produit qui coule le long de sa chemise. À la fin de la séance, l'infirmière revient pour enlever l'inhalateur. Et là, en fait, pareil, elle prend pas le temps d'essayer de communiquer avec Angel. Pourtant, elle essaye de lui expliquer qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas correctement. Mais l'infirmière repart comme ça. Du coup, le fait d'avoir passé cette séance avec un inhalateur défectueux et sans le produit pour dégager ses bronches, toute la nuit, elle a dû rester quasiment assise pour dormir parce qu'elle commençait à avoir des problèmes de respiration. Le lendemain, au réveil, sa respiration est encore plus encombrée et ce qui va se passer, c'est qu'on va lui replacer l'inhalateur et à chaque fois, elle a le même problème. Le produit coule sur sa chemise, donc je sais pas comment c'est possible, mais personne ne le voit. Elle a énormément de mal à respirer et à chaque fois, elle essaye de se faire comprendre. Mais à chaque fois, on lui répond que tout est ok, qu'il faut qu'elle se calme et puis que elles connaissent leur travail. Et il y a un passage terrible dans le livre où Angel explique qu'à un moment, elle supplie par les yeux une infirmière et par l'expression de son visage, le peu de mots qu'elle peut prononcer, mais l'infirmière repart. À la fin de cette séance, quand on lui enlève l'inhalateur, Angel est complètement amorphe. Elle ne parle plus du tout et en fait, elle est en train de partir, mais personne ne percute, ne réalise ce qui est en train d'arriver. Et alors attendez, le pire, c'est pas fini, puisque le soir arrive, il y a un agent d'entretien qui est là pour balayer, nettoyer la chambre, et il va trouver un petit objet par terre. En fait, c'est l'embout de l'inhalateur qui manquait depuis le début. Angel demande à la personne de récupérer l'inhalateur pour qu'elle-même puisse le montrer, le rendre aux infirmières. Et l'agent d'entretien refuse, ce qu'on peut comprendre, et donc il va le remettre, enfin ça elle le sait pas trop, elle suppose qu'il va le remettre au personnel médical. Sa respiration est quasi nulle, elle devient bleue. En gros, elle est en train de s'asphyxier. Et heureusement, c'est là qu'arrive sa kiné qui elle remarque tout de suite le souci, qui alerte pour que les infirmiers arrivent, mais personne ne vient, la kiné crie et finalement au bout d'un moment, le personnel médical arrive. Résultat, on devra reposer la trachéo à Angel, remettre la canule et le comble, c'est que maintenant on lui dit qu'elle ne doit plus respirer par elle-même, qu'elle doit se laisser guider. Je pense que c'est pas le terme exact, je m'excuse, mais donc voilà qu'elle doit se laisser guider par la machine. Surtout que maintenant elle est rebranchée, donc elle ne peut plus prononcer les quelques mots qu'elle avait réussi à apprendre. Donc elle repart en arrière dans toute sa rééducation. Après tous ses efforts fournis, les jours d'après, les infirmières viendront la voir et en fait on lui dira tout simplement qu'elle doit oublier, qu'elle doit passer à autre chose et que maintenant tout est rentré dans l'ordre et pas une seule personne ne lui a parlé de la pièce manquante. Dans le livre, Angel raconte que non, bien sûr, elle n'oubliera jamais ce moment, mais qu'elle espère par contre que l'infirmière qu'elle a suppliée pour vérifier l'installation, elle espère que elle non plus n'oubliera jamais son regard implorant qui à lui seul était en fait le signal d'alerte, son seul moyen de communiquer. Après cet épisode, elle va puiser au fond d'elle-même et elle va reprendre le combat. On fait un bond dans le temps, on arrive maintenant le 24 novembre. Elle est transférée dans un autre hôpital et elle quitte le service de réanimation pour être dans un service de surveillance. Dès qu'elle arrive sur place, le nouveau médecin qui la prend en charge lui enlève plein de médicaments. Il diminue les traitements. Angel continue la rééducation. Elle fait encore de plus en plus de progrès, toujours au prix de grands efforts. Et une semaine après son arrivée, on lui retire enfin pour de bon, cette fois-ci, la trachéotomie. Elle quitte l'hôpital le 9 décembre 2009 pour intégrer un centre de réadaptation fonctionnelle. Elle n'est plus en fauteuil, elle marche à l'aide d'un déambulateur. Le 21 décembre, on lui retire ses sondes alimentaires. Pour le 24 et le 31 décembre, elle aura des autorisations de sortie. Et enfin, le jour tant attendu, le 30 janvier 2010, elle peut rentrer définitivement chez elle. Alors elle devra quand même poursuivre une rééducation. Elle aura
aura passé en tout 6 mois en réa, 6 mois en réadaptation, 6 mois en hôpital de jour. 4 ans après, elle expliquait qu'elle avait toujours des séquelles et que c'est l'activité, le sport qui lui permet d'aller de mieux en mieux. 10 ans encore après, elle va encore mieux, mais elle n'a pas tout récupéré. Par exemple, elle ne peut plus chanter ni courir et puis il y a quand même un stress post-traumatique qui reste puisqu'elle devra subir à un moment une opération avec anesthésie. Alors inutile de vous dire qu'elle avait peur, même 10 ans après. Angel confie que cet épisode de sa vie l'a changée, qu'elle a appris 2 choses. La première est qu'il faut toujours se battre, qu'il ne faut jamais abandonner. Et la deuxième, qu'il faut profiter de chaque instant de la vie. Lui donner un sens, car elle est précieuse, que rien n'est acquis, pas même la vie. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais on le sait tous pourtant au fond de nous. Et pourtant, sans événements tragiques ou compliqués, on ne prend pas réellement conscience de cette réalité, et moi la première, je m'inclus dedans. Je vais terminer l'histoire de la même manière que le livre en fait, parce que je trouve que c'est très intéressant et dérangeant à la fois. Je me vois pas ne pas en parler. Donc elle parle des médecins, des soignants en fait qu'elle a recontactés après pour comprendre. Son cas fait partie des rares exceptions et à ce jour personne n'a pu lui expliquer vraiment ce qui s'était passé, comment elle a pu tout entendre, tout ressentir, ni comment elle a pu se rétablir après comme ça, récupérer. Et il faut savoir qu'Angel a été la 15e personne dans le monde à avoir survécu à cette maladie. Dans le livre, elle explique aussi qu'il y a eu clairement des ratés. De toute façon, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, je vous ai pas tout raconté. Il y a eu des manquements qui auraient pu avoir de graves conséquences. Alors déjà, celle du médecin réanimateur qui voulait la débrancher au bout de 4 jours. Surtout qu'elle apprendra par la suite que les machines enregistraient en fait une activité cérébrale. Mais comme les tests physiques, par exemple le test du mamelon, ne décelaient aucune activité, les médecins ont failli faire le mauvais choix. Comme quoi, tous les tests physiques ne sont pas fiables à 100%, en tout cas dans le cas d'Angel, puisqu'elle était paralysée de tout le corps, même au niveau de son visage. Elle veut aussi alerter sur le fait que certains médecins ont beaucoup de mal à reconnaître qu'ils peuvent se tromper. Il est donc primordial de considérer le patient avec tout le respect qu'il mérite, même s'il est dans le coma, qu'il soit conscient ou non. C'est une question d'humanité, d'éthique. Et là, forcément, ça me renvoie à la vidéo sur Monique Brossard, elle-même médecin qui a également dénoncé des comportements de ses confrères. Elle arrivait au même constat qu'Angel Liebi. Je vous mets le lien là, quelque part, de la vidéo de Monique Brossard pour ceux qui veulent. Comme Angel le fait dans son livre, il est important de dire que son témoignage n'est pas un règlement de compte. C'est un témoignage pour faire évoluer les choses, pour que des erreurs comme ça ne se reproduisent pas sur d'autres malades. Elle a écrit ce livre vraiment pour aider, pour transmettre, pour que ça serve, que les personnes dans le coma ne soient pas considérées comme des meubles. Donc c'est le mot qu'elle-même utilise. Et heureusement qu'il existe des soignants, des médecins, toutes ces équipes qui sont à l'écoute et dans le respect. Je vais terminer son histoire comme d'habitude avec un petit passage du livre. Donc je cite Angel Liebi. « Je crois que toutes les lois de la nature ne sont pas encore connues. Il y a encore des recherches à mener, des découvertes à accomplir et ce constat invite à la prudence plus qu'aux certitudes. » Voilà, j'espère que l'histoire vous aura intéressé. Je vais m'attaquer au montage, donc je vais pas m'attarder en conclusion. Déjà, si vous êtes encore là, un grand merci. Pour les infos par rapport à ma chaîne, mon activité, tout ça, j'en parlerai une autre fois parce que là, sinon, ça va pas être possible. Je vais vous perdre, donc je vais pas m'attarder. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de réenregistrer surtout cette histoire. Ça fait longtemps que je l'avais là avec moi dans mes papiers. Tout le côté conscient, inconscient, vous savez à quel point ça me passe. Et encore plus maintenant, j'ai lu, vu, expérimenté aussi certaines choses. Voilà, donc je fais bref, mais en tout cas je suis très contente d'être de retour. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous laisse ici, on se retrouve bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!